Geoffrey Eugénide, le roman du mariage. Première partie, un fou amoureux. Voyons d'abord les livres. Il y avait là ces romans d'Edith Wharton, rangés non pas par ordre alphabétique mais par date de publication. Là, les œuvres complètes d'Henry James chez Modern Library, un cadeau de son père pour son 21e anniversaire. Là, les poches écornées des œuvres étudiées en cours, beaucoup de Dickens, un soupçon de Trollope, de copieuses portions d'Austen, de George Eliot et des redoutables sœurs Brontë. Là, les New Directions aux couvertures souples noir et blanc, essentiellement de la poésie, des auteurs comme H.D. ou Denise Levertov. Là, les Colette savouraient secrètement. Là, le couple de sa mère, la première édition, que Madeleine avait parcourue en cachette à l'âge de 11 ans et où elle trouvait aujourd'hui de quoi étayer son mémoire sur le roman matrimonial. Bref, une bibliothèque bien fournie, quoique encore transportable, qui rassemblait à peu près tout ce que Madeleine avait lu à l'université, un ensemble de textes à première vue choisis au hasard, mais dont le fil conducteur se dessinait peu à peu, comme ces tests de personnalité dans les magazines féminins, ceux auxquels, las de chercher à deviner le sens caché des questions, on finissait par se résoudre à répondre honnêtement avant d'attendre le résultat. Et alors que, prête à s'accommoder de sensible, redoutant narcissique et pantouflarde, on espérait se voir qualifié d'artiste ou de passionné, on écopait de cette étiquette en demi-teinte, différemment connotée suivant le jour, l'heure ou son petit ami du moment, incurable romantique. Tels étaient les livres présents dans la chambre où Madeleine était couchée, la tête enfouie sous un oreiller, le matin de la remise des diplômes. Elle avait lu chacun d'eux, souvent à plusieurs reprises et en soulignant certains passages, mais, dans l'immédiat, ils ne lui étaient d'aucun secours. Madeleine s'efforçait d'oublier la chambre et son contenu. Elle cherchait à retrouver la sécurité du néant où elle était restée retranchée ces 3 dernières heures. Tout autre niveau supérieur de conscience l'obligerait à affronter certaines réalités désagréables, comme la quantité et les formes variées d'alcool qu'elle avait absorbé la veille, ou le fait qu'elle avait dormi avec ses lentilles. De là, elle en viendrait inévitablement à se pencher sur les raisons qui l'avaient poussée à boire autant au départ, et ça, elle n'en avait vraiment pas envie. Aussi, repositionnant son oreiller pour se cacher de la lumière du petit matin, Madeleine tenta-t-elle de se rendormir. Mais c'était peine perdue, car à cet instant, à l'autre bout de l'appartement, l'interphone se mit à sonner. Début juin, Providence, Rhode Island. Le soleil, levé depuis déjà près de 2 heures, éclairait la baie pâle et les cheminées de la centrale de Narragansett électrique, pareil à celui du blason de Brown University, présent sur tous les fanions et banderoles pavoisant le campus, un soleil au visage clairvoyant, symbole de la connaissance. Mais ce soleil-ci, celui qui brillait sur Providence, faisait mieux que son double métaphorique, car les fondateurs de l'université, soucieux dans leur pessimisme baptiste de souligner que l'espèce humaine ne s'était pas totalement défaite de l'ignorance, avaient choisi de représenter la lumière de la connaissance enchapeautée d'épais nuages, alors que le vrai soleil commençait à transpercer ceux qui le voilaient, laissant espérer aux escouades de parents trempés et frigorifiés depuis le début du week-end que ces intempéries hors de saison épargneraient les festivités de la journée. Fragmenté en faisceaux, il illuminait tout College Hill. Les jardins géométriques et les plates-bandes parfumées par les magnolias des maisons géorgiennes et victoriennes, les trottoirs de briques longeant les grilles de fer forgé dignes d'une BD de Charles Adams ou d'une nouvelle de Lovecraft, les ateliers de la Rhode Island School of Design, où un étudiant en peinture, resté éveillé toute la nuit pour travailler, écoutait Patti Smith à fond, les instruments, respectivement un tuba et une trompette, de 2 membres de la fanfare de Brown qui, arrivés en avance au point de ralliement, jetaient autour d'eux des regards inquiets, se demandant où étaient les autres. Les pavés des petites rues qui descendaient vers le fleuve pollué. Ils faisaient briller chaque poignée de porte dorée, chaque aile d'insecte, chaque brin d'herbe. Et le concert avec ce soudain afflux de lumière, comme le coup de feu d'un starter, l'interphone de l'appartement du 3e étage qu'habitait Madeleine se mit à sonner, bruyamment et avec insistance.